Un brouillard épais, tel un suaire humide, enveloppait le manoir ancien à l'orée de l'East River. C'était un lieu où l'on n'allait pas de plein gré, une demeure qui semblait suinter elle-même l'humidité et l'oubli. Son ancien propriétaire, le docteur Arthur Morton, largement connu pour ses recherches excentriques dans le domaine de l'anesthésiologie, et, selon des rumeurs persistantes, pour son étude des états limites de la conscience humaine, avait disparu il y a de nombreuses années. Désormais, le manoir, tel un puissant aimant, attirait ceux qui cherchaient des réponses là où la science ordinaire se révélait impuissante. Mon histoire ne commença pas ici, mais dans les couloirs stériles et baignés d'une froide lumière fluorescente de l'hôpital municipal. J'étais alors un jeune médecin, plein d'ambition et d'une foi naïve et inébranlable en la logique incontestable des protocoles médicaux. Je m'appelais Daniel. Ma spécialité était la réanimation, un travail où chaque inspiration, chaque battement de cœur représentait une petite victoire, mais ô combien importante, contre l'assaut implacable de la mort. Je n'imaginais pas qu'il existait des forces capables de lui ravir non seulement la vie elle-même, mais aussi la raison. Tout commença avec un seul et unique patient, Monsieur Elias Blackwood. C'était un gentilhomme âgé qui nous a été amené suite à un infarctus du myocarde étendu. Sur la table d'opération, son cœur s'est arrêté et il semblait que toutes nos tentatives aient été vaines. Je me souviens encore de la lutte désespérée que j'ai menée pour lui sauver la vie, injectant de l'adrénaline et tentant de rétablir le rythme cardiaque à l'aide de chocs électriques. Et puis, alors que l'espoir s'amenuisait presque, son pouls est revenu. Il était faible, mais persistant. Il était revenu à la vie. Cependant, cette résurrection ne fut que la prélude à quelque chose de bien plus sinistre. Monsieur Blackwood est resté dans le coma pendant 3 longues semaines. 3 semaines durant lesquelles son corps a lentement mais sûrement récupéré. Mais son esprit semblait avoir sombré dans un abîme inconnu. Lorsqu'il a finalement pu ouvrir les paupières, plus aucune étincelle de sa vie d'antan ne brillait dans ses yeux. Il n'y avait qu'un vide abyssal, traversé par des éclats soudains et brûlants d'une terreur indicible et toute puissante. Puis, il commença à parler. Il parla de terres privées de lumière et d'ombre, où le temps lui-même avait perdu tout sens, où les âmes perdues, figées dans l'entre-deux des mondes, erraient sans but dans une quête sans fin de repos. Il dépeignit des créatures tissées de peurs primordiales, dont les contacts laissaient sur l'âme elle-même des cicatrices brûlantes et indélébiles. Il nous raconta l'existence de certaines portes d'une mystérieuse transition et de ces qui étaient réellement cachés de l'autre côté. 6 paroles, fragmentées, chargées de métaphores résonantes, portaient une conviction si poignante, si cristalline, que même les sceptiques les plus endurcis présents commencèrent à douter. J'avoue avoir d'abord rejeté ces récits. Ma formation médicale me susurrait qu'il ne s'agissait que d'hallucinations délirantes dues à un manque d'oxygène dans le cerveau, d'effets secondaires imprévisibles de médicaments puissants. Rien de plus que la conséquence d'un choc vécu. Mais Blackwood ne semblait nullement vouloir s'arrêter. Il devint un véritable prophète de l'horreur, annonçant les morts d'autres patients.
décrivant leurs derniers instants avec une précision effrayante, glaçante, et alors que ces sombres prophéties commençaient à se réaliser, une par une, je sentis la fragile muraille de ma logique méticuleusement construite s'effriter, cédant sous l'assaut de l'inexplicable. Intrigué jusqu'au plus profond de mon être, et simultanément saisi par une anxiété grandissante, je me lançai dans ma propre enquête. Je fouillai dans de vieux journaux médicaux, dans des archives poussiéreuses, étudiant chaque mention, chaque indice, et finalement, je tombai sur les travaux oubliés du docteur Morton. Sa théorie affirmait que la mort clinique n'était pas une fin définitive, mais un simple passage éphémère vers une autre dimension impénétrable. Il soutenait que, de l'autre côté, existaient des entités qui se nourrissaient de la peur et du désespoir de ceux qui se retrouvaient brièvement au seuil de la vie et de la mort. De plus, il pensait que certaines de ces créatures cauchemardesques étaient capables de s'accrocher aux âmes qui revenaient de l'au-delà et de les hanter dans le monde réel. Envahi par cette connaissance terrifiante, je me mis à rendre visite à M. Blackwood beaucoup plus souvent. Je l'écoutais, tentant de saisir la moindre bribe de vérité dans ses récits glaçants. Son visage devint encore plus pâle, et une profonde tristesse se nichait dans ses yeux insondables. Il raconta leurs efforts acharnés pour le retenir, comment il l'avait tourmenté avec les cauchemars les plus monstrueux, comment il lui avait murmuré des promesses alléchantes d'oubli éternel. Il confia qu'une de ces haies entités avait laissé sur lui son empreinte, qu'elle le suivait de près, qu'elle était devenue une partie intégrante de lui-même. Bientôt, je commençai moi aussi à remarquer d'étranges manifestations autour de moi. Des phénomènes inexplicables se multipliaient dans les murs de l'hôpital. Des ombres furtives, vues du coin de l'œil, pareilles à des êtres vivants. Des contacts glacés, alors que personne d'autre n'était présent. Des cauchemars nocturnes, qui devenaient à chaque fois plus sinistrement réels. Une nuit, en rentrant chez moi, je restai figé, apercevant à la fenêtre de mon appartement une silhouette haute, anormalement fine, aux membres allongés et d'une grâce effrayante. Elle se tenait immobile, comme une statue, dans un silence total et oppressant, et me regardait sans cesser. À peine me précipitai-je vers la fenêtre, espérant mieux la discerner, qu'elle s'évanouit sans laisser de traces. Mon esprit résistait désespérément à ce qui se passait, mais une peur tenace et glaciale commençait déjà à s'insinuer dans les recoins les plus secrets de mon âme. C'est alors que j'ai commencé à chercher ceux qui avaient connu la mort clinique et étaient revenus. Leurs récits présentaient d'étonnantes similitudes. Visions terrifiantes, une sensation de présence surnaturelle et une paranoïa dévorante qui les consumait lentement mais sûrement. Nombre d'entre eux avaient trouvé leur fin entre les murs d'hôpitaux psychiatriques, tandis que d'autres s'étaient simplement évaporés dans l'air, sans laisser la moindre trace. Une des survivantes, une jeune femme nommée Sarah, que j'ai réussi à retrouver grâce à de vieilles archives, m'a parlé d'une voix chuchotante qui la hantait depuis qu'elle avait miraculeusement survécu à un terrible accident de voiture. Cette voix connaissait tous ses secrets les plus intimes, toutes ses peurs les plus profondes, et, selon ses propres termes, lui
succhait lentement sa propre vie. Elle la décrivait comme quelque chose de affamé, quelque chose qui se moquait avec malice de son désespoir. Pendant ce temps, l'état de M. Blackwood se dégradait rapidement. Il ne prenait pratiquement plus rien. Son sommeil devenait superficiel et agité. Son esprit était absorbé par une idée unique et dévorante. Retourner d'où il venait, mais il ne s'agissait pas d'un simple retour physique, mais plutôt d'une libération spirituelle. Il était convaincu que seule une immersion totale dans cet état originel pourrait le débarrasser de la persécution obsédante qui le rongeait de l'intérieur. Il parlait de plus en plus du docteur Morton, le présentant comme son guide. Un homme qui, selon lui, détenait la connaissance secrète de la manière correcte d'effectuer cette transition. Je savais que je devais l'arrêter à tout prix. Il fallait que je comprenne ce qui se passait réellement. Et, paradoxalement, la décision la plus logique pour moi fut de le suivre. Je me rendis dans cette vieille maison abandonnée depuis longtemps, nichée à la lisière de l'East River. Un lieu enveloppé par le voile de légendes anciennes et d'une obscurité impénétrable. À peine eus-je franchi le seuil que je fus enveloppé par un air glacial et vicié, comme si cet endroit, ces planchers anciens, n'avaient pas connu de pas depuis des millénaires. La poussière, tel un linceul dense et léger, cachait des secrets oubliés, les préservant sous son voile silencieux. Dans l'une des pièces, visiblement autrefois un laboratoire, mon regard tomba sur les anciens écrits du docteur Morton, ses journaux intimes. Les pages étaient couvertes de ce qui semblait être des idées folles, mais derrière ce chaos transparaissait une logique effrayante, sinistre. Le docteur Morton croyait sincèrement avoir découvert un moyen d'établir une connexion avec ceux qu'il préférait nommer la face obscure. Il menait des expériences utilisant des anesthésiants, des techniques hypnotiques et des substances inexplorées, aspirant à créer les conditions idéales pour un voyage conscient dans un autre monde, dans l'au-delà. Dans ses journaux, il décrivait avec une franchise terrifiante ses propres expériences, ses visions fantasmagoriques, ses rencontres avec de mystérieux observateurs. Mais le rebondissement le plus terrifiant, le plus glaçant, m'attendait sur les dernières pages jaunies. Le docteur Morton n'écrivait pas d'une quelconque libération, mais d'une collaboration. Il avait compris que ces entités ne erraient pas simplement sans but, mais cherchaient délibérément des guides, une sorte de pont pour pénétrer dans notre monde. Et pour cela, elles avaient besoin de personnes, de ceux qui avaient déjà été là-bas, dans l'inconnu, et qui en étaient revenus sains et saufs, des personnes marquées par l'empreinte d'une autre dimension. Et là, une illumination me frappa, telle une vive étincelle. Monsieur Blackwood, son retour d'entre les morts, n'avait pas été qu'une simple guérison miraculeuse. C'était un acte d'invitation, consciente ou inconsciente. Il n'avait pas seulement vu les horreurs de l'au-delà, il en était devenu le portail vivant. Quant au docteur Morton, dans sa soif insatiable de percer les mystères du monde d'après, il ne cherchait pas réellement de réponse. Il cherchait un moyen de devenir lui-même ce passage pour ces entités d'un autre monde. Je levai les yeux de mes journaux poussiéreux, sentant un froid glacial me parcourir l'échine.
depuis la profondeur impénétrable d'un coin sombre du laboratoire. 2 yeux ternes, mais douloureusement familiers, me fixaient. C'était Monsieur Blackwood, figé sur place, tel une statue. Son visage était tordu par un sourire étrange, presque béat, qui détonnait avec son comportement habituel. « Ils attendent », murmura-t-il, et ce murmure ne semblait pas provenir seulement de sa bouche. Il portait l'écho spectral de multiples autres voix, unies en un cœur unique et glaçant. « Nous attendons tous. Nous attendons que tu nous rejoignes. » Je sentis un froid se répandre dans tout mon corps, un froid jamais ressenti auparavant. Ce n'était pas juste le froid d'une pièce, mais quelque chose de bien plus sinistre, le froid du vide absolu, l'absence tangible de toute vie. Et à cet instant, je vis ses yeux commencer à luire de l'intérieur, remplis d'une lumière bleue, surnaturelle et pulsante. Et là, j'ai tout compris. La mort clinique n'est pas qu'un simple voyage fugace vers d'autres mondes. C'est, disons-le, un acte complexe et inéluctable de transmission. Une sorte de transplantation d'âme. Tu reviens en ce monde, mais tu n'es plus tout à fait le même, plus tout à fait seul. Une partie de toi demeure à jamais là-bas, dans le vide froid et fascinant. Et une partie de eux, ceux qui peuplent ces espaces inconnus, vient avec toi, devenant des compagnons invisibles. C'est à cet instant précis que toute l'horrible vérité m'est apparue. Le docteur Morton n'avait pas disparu. Il n'était pas mort au sens habituel du terme. Il était devenu une partie de eux, une partie intégrante de cette entité inconnue. Il avait trouvé une nouvelle connexion, inédite, bien plus profonde, avec ceux qu'il désirait tant explorer, avec ceux qui s'étendaient de manière alléchante au-delà de la vie. Et maintenant, à travers M. Blackwood, il cherchait sans relâche un nouveau vaisseau, un nouveau guide pour ses sombres desseins. La dernière chose dont je me souvienne clairement, c'est mon propre corps qui a soudainement cessé de m'obéir, comme si une force étrangère et inconnue s'en était emparée. Quelque chose d'ancien, d'infiniment affamé et d'un pouvoir monstrueux s'infiltrait, lacérant sans pitié mes pensées, mes peurs, mon être même. Je tentais désespérément de hurler, mais de mes lèvres ne s'échappait qu'un faible gémissement étouffé, totalement dépourvu de toute trace d'humanité. Lorsque je repris enfin conscience, je me retrouvais debout au milieu de cette même laboratoire, recouverte d'une épaisse couche de poussière. M. Blackwood avait disparu sans laisser de traces. Cependant, sa présence se faisait sentir partout. Elle était devenue une part de moi-même. Puis, j'entendis sa voix. Elle ne résonnait pas dans mes oreilles, mais directement au plus profond de ma conscience, s'insinuant dans les recoins les plus secrets de mon esprit. « Bienvenue, Daniel », murmura-t-il, sa voix évoquant le léger bruissement de vieilles pages. « Tu es désormais l'un des nôtres. Tu vois aussi. Tu ressens cela aussi. Tu sais ce qui les attend là-bas, au-delà de ce qui est visible. » J'ai baissé les yeux sur mes mains. Elles me semblaient étrangères, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre, à quelqu'un qui venait tout juste d'arriver dans ce monde. Dans mon esprit, tel un bouton de fleur, s'est épanouie une connaissance nouvelle, inconnue jusqu'alors, une connaissance des ombres qui dansent à la périphérie du regard, de la fin éternelle
qui émane des profondeurs, de l'abîme qui se tapit toujours à proximité, prêt à engloutir. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre où s'épaississait le crépuscule, et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas vu une simple nuit ordinaire, mais un voile fin, presque imperceptible, derrière lequel commençait quelque chose d'autre. Quelque chose qui attend patiemment ceux qui osent regarder là où d'autres n'osent même pas lever les yeux. Je suis devenu celui que le docteur Morton cherchait. Je suis devenu une porte, un portail menant au-delà du familier. Et maintenant, je réalisais pleinement que ma vie, à l'instar du destin de M. Blackwood et de tous ceux qui avaient osé jeter un œil derrière le voile de l'inconnu, était condamnée à se transformer en un cauchemar interminable et douloureux. La plongée lente et inexorable dans cet abîme même que nous avions si naïvement tenté d'appréhender se déployait désormais devant moi dans toute sa terrifiante plénitude. J'avais vu l'avenir, et il était noir, comme les profondeurs les plus impénétrables de l'oubli.